Bon alors, Aaron, c'est parti pour une peinture d'hydre, c'est ça? Exactement. On va essayer de faire quelque chose de joli avec une figurine qui a été imprimée en PLA, donc en plastique, en pas très haute définition. Donc on va essayer de cacher les imperfections de l'impression 3D, surtout par exemple sur la partie intérieure où on voit clairement qu'il y a que c'est pas parfait, mais on va essayer de faire un truc qui est joli à distance de jeu en fait, tout simplement. Alors le petit aéro il fait plus le bruit. Fait un peu de bruit, tu dis? C'est ça fait un peu de bruit. Aaron, là je vois, tu utilises la contraste. Ouais. Ça sèche vite à l'aéro ou pas? Parce que la contraste au pinceau, j'ose pas trop toucher mes figues pendant 15 minutes. Ouais, mais à l'aéro là c'est sec en fait. Ouais, donc Ouais. tu peux la manipuler direct. Exactement, en fait le jet d'air fait que ça sèche quasiment au moment où ça se pose sur la figurine. Donc c'est nickel en fait. Ouais. C'est vrai que la contraste elle n'a pas été faite pour à la base peindre à l'aéro. Mais en fait en testant, ça marche. Ouais. Donc c'est cool. Et Par contre, ça se fait super vite. est-ce que tu perds un peu l'effet du but contraste? Ouais, absolument. Ouais, tu perds le. Tu le vois clairement ici. Ouais. Tu perds cet aspect contraste où le but est que justement un max de pigments aille dans les creux et que les surfaces restent le plus claires possible. Tu perds cet aspect-là. Moi, en fait, j'aurais pu utiliser par exemple de la peinture de la gamme R de Citadel, qui est assez connue pour être utilisée dans les aérographes. Mais je trouve que le rendu de la contraste est beaucoup plus mat et moi c'est ce que j'aime bien sur les figurines. Donc ouais, ça devient une peinture normale. Exactement. Ouais. C'est juste qu'elle va avoir un éclat moins fort, elle va être beaucoup plus terne. Mais tout ça se passera ensuite. Là je vais commencer doucement l'inverse de l'éclaircissement, parce qu'à la contraste tu bosses à l'inverse, c'est-à-dire que tu vas commencer par les teintes claires et tu vas aller vers les teintes foncées. Donc là je vais commencer à doucement passer vers du orange et c'est qu'à la fin que je ferai le highlight en blanc en fait. Là je suis en train de purger le jaune. Parce que tu as vu que j'ai pas nettoyé mon aéro en Ouais, bien sûr. Ouais. Et j'attends que le orange arrive. Alors des fois il faut l'aider un peu. Bon voilà, deux. Ça y est, il commence à arriver l'orange. Du coup là je vais diminuer ma vue histoire d'être plus précis. Et puis on va commencer à aller sur les bords du jaune en fait. Il n'est pas encore assez là l'orange. Là, tu disais, tu fais d'abord l'éclair après les foncés, ça c'est parce que tu feras la contraste, ou tu pourrais le faire aussi dans l'inverse, tu pourrais faire du jaune sur du orange. En fait, c'est surtout parce que là, je travaille sur une figurine qui va avoir un aspect magmatique et que donc j'ai les clairs au fond et les foncés à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir du creux qui va être jaune, voire blanc, et les reliefs, eux, vont tirer vers le noir. Donc tu vois, on commence un petit peu à se dégrader du jaune vers le orange, et ça après on va l'assombrir encore plus avec du rouge. Voilà. À la manière Balrog. Un peu, ouais. Mais en soi, tu pourrais revenir en jaune contraste sur un rouge à l'aéro. Absolument. Ça passe. Ouais.
quand j'ai mis le rang, donc il m'en reste, donc je vais le récupérer. On ne jette pas. Hein. Une petite mouche. Donc on va passer sur le grain de gel. Puis maintenant on va pousser le jaune vers le rouge, quoi. Et ensuite on va tirer même jusqu'au noir en fait. Tu vas toucher ta mallette là parce qu'avec ton index t'as que la pression. Alors c'est pas la pression, c'est l'ouverture de l'aiguille. Ouais, l'ouverture. Donc en fait, il y a un peu de la pression puisque tu diminues, donc tu agrandis la zone à travers laquelle passe la peinture, mais la puissance de l'aéro reste le même. Donc effectivement ça part plus fort, mais surtout que ça part plus précis en fait. Tu diminues la taille de ton jet en fait. Avec l'index. Avec ça. Ah, avec ça, ouais, ok. Voilà, juste là. Ouais, avec ton index, tu fais que retirer l'aiguille. Et là, en fait, si je voulais faire simple et rapide, je me mets au-dessus. Vu que la peinture jaune en dessous, je veux la garder, je me mets au-dessus et en fait, je vais faire ça pour commencer à créer mon rouge juste là où j'ai envie, en fait. Parce que je suis sûr que là, l'aéro tape que au-dessus. Confort avec l'aéro, je trouve, c'est que tu peins de loin. Avec le pinceau, on a tendance à être comme ça, tu vois. Avec l'aéro, moi, je préfère être de loin pour avoir le rendu, en fait, de loin, quoi. Ouais, t'as une vue d'ensemble. Parce que ça, t'as une vue d'ensemble quasi immédiate, quoi. Là, je suis juste en train de nettoyer la buse. Parce qu'en fait, à force de souffler, la peinture contraste, elle a un défaut. C'est qu'elle sèche très vite. Et du coup, de temps en temps, je rajoute un petit peu de diluant, ce genre de truc, dans la peinture. Ça va la délayer un peu, mais surtout, ça va la rendre plus liquide et éviter que ça se bouche, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est là qu'il ne faut pas trop déconner. Parce qu'il ne faut pas en mettre n'importe où. Celui-là, c'est chiant à enlever. Là, celui-là, faut. C'est chiant à corriger si tu fais une erreur. Exactement, parce que la teinte est très violente, tu vois. Donc, Après, encore une fois, là, je laisse toujours un peu de la teinte précédente devant. Si je fais une erreur sur le premier passage, en fait, ce soit corrigé par le fait qu'on devine encore un petit peu la teinte précédente dedans. Ouais. Et ça te permet de faire des nuances aussi, plus de nuances. Quoi. Ça, c'est le noir contraste aussi. Absolument. Là, peinture quasi full contraste, à part à la fin où je vais quand même faire un peu de pinceau. Et là, je vais y aller avec des teintes plus normales, quoi.
Il y a des endroits galères à attraper. Il faudra se plaindre au sculpteur. Exactement. Montre-nous par exemple. Là, tu vois, derrière la tête, très clairement, il y a des endroits qui vont être très difficiles à contraster à l'aérographe parce que j'ai la corne qui gêne en fait. Et je vais être obligé d'incliner l'aérographe de manière à éviter en fait la corne qui me dérange. Sauf que du coup je vais faire un jet d'aéro qui n'est pas logique pour ce que je veux faire. C'est-à-dire que là je voudrais un ombrage par-dessus, mais le seul moyen de choper sous la corne, c'est de passer par là. Et du coup c'est pas logique. Du coup il faut la prendre dans les mains et puis essayer de se démerder. Est-ce que tu peins les figues sans les monter avant ou sans monter certaines pièces? Ça dépend, mais en général, non, je monte tout avant de peindre. Je préfère m'embêter au moment de la mise en peinture, mais avoir une vision globale de la figurine, plutôt que... Bon là, on a une base de noir qui est pas mal pour les écailles. Et puis après, l'immense majorité du reste, on va le faire au pinceau. Là, on doit être à une 30aine de minutes, je pense. Là, je vais partir sur des teintes avec un super pouvoir courant pour commencer à bosser un petit peu les détails. Tu vois, d'ailleurs, je suis un blaireau parce que j'ai pris un pinceau trop fin. On va partir sur un truc un peu plus costaud. Parce que j'ai pas besoin de précision là. Le seul but ça va être de couvrir la corne et puis derrière je vais venir et refaire des stries pour simuler la corne en fait. Et on se posait la question avant avec Olivier, ce serait quoi la couleur la plus logique de la corne? Et Olivier et Stéphanie étaient d'accord pour dire que faut rester dans le noir en fait. Vous avez vu là, je prends des gros pâtés sur mon pinceau quoi. Et ça il faut normalement jamais le faire sur une figurine normale parce que tu vas boucher tous les détails. Mais là, c'est ce que je veux en fait, puisque je veux gommer les défauts de cette impression plastique qui est pas folle. Après, faut pas oublier qu'une figurine de cette taille en plastique, elle m'a coûté 90 centimes. Donc certes, voilà, faut rattraper la sculpture un peu, mais pour jouer, c'est cool. « 90 centimes, tu disais, ça englobe donc le prix du plastique, donc du filament de plastique que j'ai utilisé pour imprimer cette figurine, sachant qu'il y a eu, en plus, sur les 90 centimes de plastique, il y a eu énormément de support. Voilà. Donc t'as quasi, pas autant, mais t'as bien 50% de matière perdue, qui sont les supports qui maintenaient les différentes pièces pour l'impression. Donc voilà, et puis ça inclut aussi le coût de l'électricité. Parce que ça on aime bien le prendre en compte en impression 3D, parce que mine de rien, elle est sortie en combien de temps? Je me souviens plus. 5-6 heures. Ouais. Voilà, 5-6 heures. Donc 5-6 heures, c'est quand même une machine qui monte en consommation jusqu'à 300 watts. En fait, elle monte à 350 watts même au moment où elle chauffe les bulles, elle chauffe le plateau et tout ça. Mais après, pour se stabiliser en température, elle consomme beaucoup moins. On est plutôt à 80 watts. Et du coup, tu as moyen de faire un calcul simple. Puis il y a des sites internet maintenant qui sont super bien faits. Où en fait, tu rentres la durée d'impression de ton objet, la quantité de matière, de plastique. Ça, c'est indiqué sur ton logiciel de préparation de fichiers. Et ton type d'imprimante, combien elle consomme d'électricité. Et après, tu indiques le prix moyen du pays où tu te trouves, parce que évidemment, l'électricité, ça coûte pas le même prix en fonction
de là où on habite. Et il dit bah voilà combien coûte votre objet final avec l'électricité. Tu peux même rajouter l'amortissement de ta machine. Et ça, dans le cas d'une imprimante résine, en fait, tu vas avoir, si tu imprimes plusieurs figues, tu vas avoir un coût de revient plus bas par figurine, mais pas sur une imprimante filament finalement. Exactement. L'imprimante filament, vu qu'elle imprime pas par couche d'un coup, elle imprime sa couche au fur et à mesure, ça tire un trait. Là, effectivement, plus tu rajoutes de matériel, enfin d'objets à imprimer sur un plateau d'imprimante FDM, plus tu augmentes la durée et plus tu augmentes la quantité de matière. Alors que sur une imprimante résine, plus tu rajoutes d'objets, tu augmentes la matière, ça fait aucun doute, mais tu n'augmentes pas le temps, puisque c'est des photographies aplaties de chaque couche. Et au niveau consommation, est-ce que c'est la résine ou le filament qui demande le plus d'énergie en fait à être... En électricité, tu veux dire? Ouais. C'est kiff-kiff. Kiff-kiff, Ouais, ok. c'est vraiment pareil. Tu as un temps de chauffe de la lampe en fait, enfin de l'écran. Tu as un temps de chauffe voilà, qui est même peut-être un peu moins important. En fait, dans le fond, je pense qu'une résine, ça consomme un peu moins d'électricité qu'une... Parce qu'une fois chauffée, en fait, elle consomme plus ou moins la même chose qu'une filament. Bien. C'est ça. Ok. Par contre, là où c'est plus cher, c'est le prix de la résine. La résine est plus chère. Un rouleau de filament, ça coûte 15 €. De combien de mètres? 1 kilo. Ah, c'est au kilo. Ouais, 1 kilo, c'est 300 mètres de filament. Ok. Et là, ta figurine, elle pèse 30 grammes, même pas. Ah ouais, là, je crois que elle doit faire... c'est ça. Elle doit faire 30 grammes, je pense. Donc, il y a de quoi faire beaucoup de livres. Exactement, sur un rouleau de filament à 15 balles, t'en fais un sacré paquet, quoi. Alors que la résine, on est plutôt autour de 35-40 €. Le litre pour les résines est moins cher. Et le résultat final, une figurine de volume sera plus lourde en résine. Ah oui. Ouais, donc c'est un peu on va dire, 2 à 3 fois plus cher pour un peu plus lourd. Ouais, le calcul par défaut qu'on fait quand on fait beaucoup d'impression 3D, en termes de coût, c'est du x5. Ouais. Matériaux, donc. En coût de revient, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si Steve, je l'avais sorti sur l'imprimante résine juste là, elle m'aurait pas coûté 90 centimes, mais plutôt 4 €. Ouais. C'est ça. Du coup, si on devait diviser un peu le coût, ce qui coûte plus cher, c'est le composant ou l'énergie que tu dépenses? Enfin, l'électricité que tu dépenses. Dans le cas de la résine, c'est la matière Ouais. qui coûte plus cher. Et dans le cas du FDM, c'est autant d'énergie que de matière. C'est plus ou moins là qui est 50-50. C'est plus ou moins 50-50. Ah merde, j'ai pas pensé à recoller la dent cassée. Il va lui manquer une quenotte. Ouais, la fondue. C'est grave, je jette et on recommence. Tu jettes, on recommence. Inadmissible. La couche est très épaisse, ça brille encore parce qu'elle est très longue à sécher, vu qu'il y a pas mal de couches. Du coup, je vais en profiter pour prendre un gris et commencer à étirer ma couleur. Ça, c'est un petit truc que je vous conseille, c'est mettez des billes dans vos pots de peinture. Tu mets quoi comme billes? Des petites billes d'acier, ça se trouve sur internet facilement, ça vaut rien du tout. Et ça te permet d'avoir un bon mélange de peinture en fait. Tu vois les pots citadelles là qui tiennent pas ouverts, bon bah voilà, j'ai imprimé ça en 3D et là il ferme sa gueule. Attends, montre-nous un peu le support. Tu vois ces pots là, ils tiennent pas ouverts. Et moi j'aime bien travailler avec des pots ouverts, comme ça je vais pouvoir... celui-là il tient ouvert parce que je l'ai cassé, mais celui-là il se referme tout seul.
Du coup, j'ai fait ce petit truc en 3D. Hop. Et comme ça, je peux bosser comme j'ai envie. Donc tu imprimes des produits, mais tu imprimes aussi des outils. C'est là que ça devient intéressant en fait. Ouais, c'est ça. Là, tu vois la gouttière à bureau là. Ouais. Ça aussi, c'est imprimé en 3D. Le support Pro Citadel juste là, c'est imprimé en 3D. La roue là-bas, juste là avec les pots Citadel, en fait ça c'est des roues de filaments vides. Donc c'est du recyclage en fait, et j'ai imprimé par-dessus le bloqueur de peau. Excellent. Pour les billes, j'ai déjà vu ça quelque part. Est-ce que tu prends du inox? Ouais, mais de toute façon si tu tapes billes pour pot de peinture, ce sera de l'inox après. Ouais, sinon ça rouille, puis t'as des couleurs. Et après orange. t'as des couleurs altérées, absolument. Ouais, j'ai vu aussi des gars qui mettent ça sur une plaque d'aimant ou qui mettent un aimant dedans. Ouais. Leur support de pot de peinture est en acier, puis du coup leur pot de peinture il s'en lasse pas. Parce qu'il est aimanté au fond grâce à la bille. C'est pas con. Ouais, les figuristes, c'est pas qu'un physique. Du coup là, Olivier, si tu nous fais en pointage, on est parti d'une figurine brute blanche, puis là ça fait quoi, 45 minutes qu'il peint à peu près? On a fait une petite pause au milieu, mais... 40 minutes. 40 minutes, ouais. Donc voilà déjà au bout de 40 minutes le rendu que, avec un petit peu d'expérience, vous pouvez avoir finalement. En fait, c'est un truc récurrent ça dans le milieu de la figurine, c'est que on a tous le problème d'avoir la fameuse pile of shame. C'est-à-dire qu'on est fan de figurines, donc dès qu'on en voit une belle qui apparaît sur le marché, on va l'acheter, et puis on se dit je la peindrai quand je la peindrai. Et puis elle reste en boîte pendant des plombs. Alors c'est cool parce que déjà ça fait marcher le commerce, et puis en plus voilà, on agrandit sa collection. Mais peignez les gars. Peignez parce que c'est tellement plus cool d'avoir des figurines, quitte à ce que ce soit pas fantastique comme ce que je suis en train de faire. Tu vois, mais... Et puis en plus ça, c'est super facile à améliorer plus tard. C'est-à-dire que je peux très bien dans 3 ans, si j'ai envie d'une hydre qui claque, qui est vraiment très belle, je peux très bien la reprendre dans quelques temps et retravailler un peu les reliefs, etc. Mais au moins de base, voilà, il y a une petite couleur qui est posée, c'est à peu près propre. Puis ça fonctionne nickel. Voilà. Et puis en vrai, bon là c'est une hydre magmatique entre guillemets, donc il y a peu de couleurs. Mais c'est pareil, si on fonctionne sur un projet, c'est-à-dire que tu te fais une armée, je dis n'importe quoi, d'elfes noirs, t'as pas besoin d'acheter 400 pots de peinture, quoi. Tu vas acheter les pots de peinture adéquates à ton projet, et puis tu progresses comme ça en t'achetant au fur et à mesure, en complétant ta collection de pots de peinture. Mais il y a aussi pas mal de gens qui me disent je débute, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Bon bah, en fait il n'y a pas besoin de... C'est plutôt qu'est-ce que tu as à peindre en fait, la question à se poser. Tu achètes ton stock en fonction de ça. Donc. On voit d'ailleurs dans pas mal de boîtes de débutants, on va dire, où ils te vendent en fait les figurines avec les 4 pots de peinture, la palette couleur. Et ça c'est des super starts. Hein. C'est un bon moyen de commencer à te faire une collection de peinture. Parce que mine de rien, bon, le billet d'entrée quand t'as jamais fait de peinture,
et de figurines et tout ça, il peut être quand même un peu cher, quoi. Les pinceaux, si tu veux des pinceaux qui vont te tenir plusieurs années, rien que le pinceau il va te coûter 20 balles. Et puis c'est con, mais le fait d'avoir du manque pendant ta peinture, c'est-à-dire tu dis putain, c'est con, j'aurais bien aimé avoir ce marron là, ça m'aurait fait gagner du temps, mais tu as envie de continuer à peindre parce que tu n'as peut-être pas le magasin juste à côté de chez toi, et bah tu vas te démerder pour le faire en fait. Et c'est là que tu progresses. C'est quand tu te débrouilles aussi un petit peu avec ce que tu as. Finalement, peinture spécialisée figurine ou peinture dans un magasin de peinture, quelle est la différence en fait entre les peintures vraiment dédiées aux figues et des peintures qui sont peut-être un peu plus, grand public? En vrai, à partir du moment où, aujourd'hui on peint à l'acrylique. Donc c'est la peinture à l'eau. C'est-à-dire c'est des pigments qui sont mélangés souvent à un épaississant et avec de la flotte. Et en fait dans le commerce, ce genre de pots par exemple, c'est les pots que tu achètes pour tes gamins, pour faire ou pour toi, pour faire un projet créatif quelconque. Moi j'achète ces pots-là par exemple pour faire les socles, pour faire des endroits où je vais avoir besoin ou les décors par exemple. Je vais pas peindre mes décors avec de la citadelle à 6 € le pot. Parce que c'est vachement plus cher et que le rendu sera à peine meilleur en fait. Donc faut tester. En vrai, vraiment faut tester. Faut aller dans le magasin créatif proche et faut pas s'arrêter à exclusivement. C'est un peu comme les GN en fait. Faut pas s'arrêter que à des trucs étudiés pour et savoir détourner les objets ou la peinture ou... Tu vois, tu peux peindre avec une aiguille aussi. Quand tu as des trucs très précis à faire, bah en fait genre les yeux, les pupilles des yeux, ce genre de trucs, bah là tu vas le faire avec une aiguille. Et en vrai ça marche super bien. Mais du coup oui, il faut tester, il y a beaucoup de peintures acryliques qui marchent très très bien. Et finalement ça peut aussi être un moyen de diminuer le budget finalement en essayant de prendre des peintures peut-être un peu moins spécialisées qui ont peut-être un peu moins de qualité recherchée par les figurinistes mais qui vont quand même fonctionner très très bien. C'est ça. En vrai c'est le pouvoir courant en fait, qui est intéressant sur la peinture de figurines. J'allais dire pareil. La grosse différence c'est ça en fait. Ouais, plus l'acrylique est bon marché, moins il coûte. C'est ça. Et pour avoir un rouge, même un rouge sur du blanc ou un vert sur du blanc, il faudra 2, 3, 4, 5 couches au lieu d'une. Alors qu'une peinture chère de bonne qualité, un jaune sur du noir en une couche, ça passe. C'est ça. C'est la densité de pigments. Et puis dans les peintures, enfin dans les magasins Beaux-Arts, il y aura des acryliques pas chers. Ils auront le même problème. Puis tu auras des acryliques monstres chers à 20 balles le pot comme ça grand, sans exagérer. Mais ils auront un pouvoir courant de malade. C'est ça en fait la grosse différence. C'est ça qui fait le prix de la peinture. Entre autres, je pense. Ouais. Mais ce qui est recherché, en fait, c'est le pouvoir courant. On s'en fout de dire des marques, par exemple? Moi, je m'en fous. Bah, de toute façon, on en voit plein. Hein. Ouais. Bah ouais, mais je prends par exemple, une des meilleures peintures acryliques que j'ai testées, c'est Lascaux. Ouais. Le petit pot, il est 15 ou 20 balles. Mais tu sais pourquoi. Mais ouais, une fois que tu testes, tu sais pourquoi. Ouais. Là, dans l'absolu, ça marche. Tu vois, pour du jeu, ça suffit. Ce qu'on va faire, je pense qu'il me reste un petit peu de temps. Je sais pas combien de temps il me reste. Mais... Il reste 15 minutes. Ouais, donc ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore rajouter l'illusion de corne, parce que tu as vu mon éclaircissement vers le gris, il est dégueulasse. Là, je l'ai fait vraiment. Mais en fait, le but c'était aussi encore une fois de cacher ces filaments. Donc épaisseur de peinture à mort.
après, c'est sûr que là je vois déjà venir des tas de copains qui vont me dire mais t'es parti sur une figurine mais t'en as fait un truc jouable en fait. C'est ce qu'on va me dire, c'est carrément jouable. Mais tu peux pas prendre ton pied si t'es peintre vraiment et que ton kiff c'est de peindre. Tu peux pas vraiment prendre ton pied sur la peinture de ce genre de figurine parce que la sculpture, aussi bonne soit-elle à la base sur le fichier 3D, ces stries te déglinguent. Les possibilités que tu as sur ce genre de figurine. Normalement en résine, voilà. Et ça, au niveau qualité, c'est systématique que la résine est meilleure ou ils commencent à faire des imprimantes à filaments qui s'approchent? Il y a des imprimantes filaments qui sont bien plus adaptées, mais là tu vois, il y avait aussi la contrainte de sortir une impression entre guillemets rapide. Il ne faut pas oublier que là on l'a imprimé en 5 heures. C'est quand même une pièce qui fait 18 cm de long, 19 cm de long et qui monte à 10 cm de hauteur. Donc c'est quand même une grosse figurine. En 5 heures, c'est pas un exploit du tout, mais ça commence à être c'est un beau print pour 5 heures de print en fait. Et dans l'absolu, j'aurais pu augmenter la définition de l'impression, passer en 100 microns, mais ça aurait doublé le temps. C'est-à-dire que ça serait sorti qu'en 10 heures. Donc c'est exactement comme pour la peinture que je suis en train de faire en fait. Il faut se fixer un temps et tolérer voilà, les atouts et les inconvénients du truc. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui était inimaginable quand j'étais jeune et qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on est dimanche, tous les magasins sont fermés, j'ai plus rien à peindre, chose qui n'arrive jamais à un peintre. J'ai plus rien à peindre en figurine, je vais sur internet, j'achète un plan, je l'imprime et 2 heures plus tard, si c'est une figurine à échelle normale, pas un dragon, tu vois, 2 heures plus tard, j'ai une figurine à peindre. C'est le futur, tu vois. C'est ça, finalement. Là, si on prend cette figurine en exemple, en 7 heures, t'as une figurine, tu pars de ton écran d'ordinateur et t'arrives sur la table de jeu, quoi. C'est ça. Encore faut-il avoir un modèle 3D. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis de l'écran d'ordinateur, ouais. C'est ouais. Parce qu'en vrai, la sculpture de ce tigre, elle m'a pris une journée. Voilà, donc il y a encore la création derrière, mais pour, on va dire que pour le non-sculpteur, finalement avec une machine, combien coûte l'imprimante qu'on a utilisée là? Celle qu'on a utilisée pour imprimer celle-là coûte 290 €. Ok, donc avec une imprimante à 290 €, en 7 heures, si tu maîtrises un peu ton système, sans la sculpture bien sûr, tu arrives à une figurine jouable en fait. C'est ça. Et si tu sais sculpter en 3D... Enfin, 290 et 95 centimes. Voilà, c'est ça. Je t'avoue qu'après le filament, tu le comptes pas en fait. Parce que ce qu'il y a de bien avec les imprimantes plastiques, souvent, c'est que t'imprimes à mort des décors. En fait. C'est génial pour les décors. Tu vois, je suis en train de contraster à mort histoire de faire ressortir certains trucs pour cacher les creux qui sont moches en fait. C'est juste pour attirer le regard ce que je suis en train de faire. C'est presque de la BD. Comme on dit chez nous, c'est du cache-misère. Exactement. Oui, je pourrais continuer des plans main. Là, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on doit être pas très loin du timing, c'est juste je vais m'attaquer aux yeux. On va quand même lui faire ses yeux.
là on voit à mort les défauts de... Alors, attends, Là on voit vraiment à mort les défauts de l'impression 3D en fait. Parce que cette tête a été imprimée dans l'autre sens, comme ça. Donc les supports étaient... bouge pas trop. Donc les supports étaient en dessous en fait. Et du coup, sur cette partie-là, effectivement, on voit que c'est pas très propre. Mais on essaie d'attirer le regard avec d'autres choses comme le blanc, comme des teintes qui vont flasher et qui fait que à distance de jeu, tu t'attaches pas à ce genre de défaut. On va lui faire des petites pupilles. Et puis je pense qu'on va dire que c'est bon, parce qu'encore une fois, là, si vous partez, moi je continue, je m'éclate. Allez, on va dire que ça suffit. Voilà. J'ai juste pas fait les ongles, parce que je sais même pas si elle a des ongles en fait. Peut-être pas en fait. On Un dirait peu gecko comme ça. On dirait un peu des pattes de gecko, ouais. T'es à pile 60 minutes. Bon, on s'arrête là. On dit que ça suffit. On dit que ça suffit pour jouer. Allez. 1 heure, c'était le deal. Et ben voilà ce qu'on a, vous allez pouvoir le voir sous peu en close-up et apprécier ce qu'on peut faire en 1 heure de peinture quand on a un peu d'expérience. Et puis finalement, est-ce que ça prend long d'arriver à l'expérience suffisante pour faire un résultat comme ça en 1 heure? En fait, le seul truc qui est important, c'est surtout... Là, j'ai gagné énormément de temps avec l'aérographe. L'aérographe, ça peut être un super outil, surtout que maintenant, il y en a des vraiment pas très chers. Et ça peut être un très très bon outil pour, sur des volumes comme celui-là, faire un dégradé en quelques minutes, en l'espace d'1 quart d'heure. Là, on avait déjà la base du rouge et du jaune et du noir. Donc, vu que c'est une figurine qui a un gros volume, c'est un gain de temps de dingue en fait. Donc ouais, l'aérographe peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis ensuite, niveau peinture, des fois il faut pas... Ce qu'il faut prendre, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est vous allez peindre, vous êtes comme ça. Parce que on n'a pas tous des yeux extraordinaires, des fois on a des lunettes, etc. Peu importe, mais on est assez près de sa figurine. Mais entre chaque teinte, il faut poser la figurine et se mettre comme ça, à distance de jeu en fait. Et là, vous allez peut-être vous dire, bon, j'ai pas besoin de m'emmerder plus sur ce détail, il ne se voit pas en fait. Donc, allez, continue, enchaîne. Et c'est comme ça qu'on peint plus vite. C'est aussi en acceptant quelque chose de pas parfait, de très très près, mais en acceptant un truc du coup qui est carrément jouable sur une table de jeu. Donc différence finalement entre figurines de jeu et figurines de concours, Ah ouais, carrément. c'est la distance de vue en fait. Exactement. Les 60 cm, ils sont là. Les 60 cm et c'est en règle générale la distance de jeu. Ok, eh bien magnifique travail, donc 7 heures pour une hydre qui n'était qu'une image sur un écran et qui maintenant est un monstre parfaitement apte à tuer toute la bande d'aventuriers du comptoir des songes. Exactement. C'est excellent. Voilà. J'aime beaucoup. Ouais, c'est cool, c'est cool. Salut Aaron, Salut. on vient de te voir peindre l'hydre en 1 heure après l'impression. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu fais souvent de faire comme ça des speed paint? Ouais, très régulièrement en fait, parce que souvent je travaille sur des projets d'armée où je vais peindre une certaine quantité de figurines à la suite. Et fatalement, quand on est à son compte, on compte les heures. Donc en fait, on essaye d'exploiter au mieux le temps qu'on peut allouer à tel projet. Donc effectivement, oui, ça m'arrive souvent de me fixer un nombre d'heures sur une figurine et de me dire, fais au mieux sur ce temps-là. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est peut-être un truc qu'il faudrait aussi que les gens prennent même à titre personnel pour avancer sur leur projet. On parlait de la pile of shame, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Et pour avancer, c'est bien de se dire, bon allez, c'est gardes impériaux, je me fixe 2 heures et go quoi. Tu m'as dit hier, ça fait 15 ans que tu fais ça. C'est ça, depuis 2004. Ouais. Depuis 2004, tu fais de la figurine, mais t'as envie, t'es à plein temps depuis 2004 là-dessus ou... Ouais, ça a été compliqué. Raconte un peu. Ouais, ça a été compliqué le début. Non, 2004, j'avais un deuxième travail à côté.
Je faisais des petits jobs en intérim au départ. Après, j'ai monté une petite entreprise de laveur de vitres. Donc rien à voir, tu vois. Et le soir, donc la journée j'étais laveur de vitres et le soir, je peignais des figurines. Mais au début, les commandes, c'est dur à choper. Puis en fait, c'est simple, mais quand tu débutes, t'as pas de catalogue à présenter, t'as pas d'artbook, t'as rien, à part les figurines que t'as peint pour toi. Puis c'est tellement large aussi, et vous le savez très bien, c'est très dur parce qu'il faut faire des belles photos. Et quand t'es pas photographe, tes photos elles sont dégueulasses, faut être honnête, au début quoi. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, on va faire 2 tafs. Je pensais qu'en 1 an et demi, 2 ans, j'allais réussir à basculer complètement en full peintre, sculpteur de figurines. Puis en fait, ça m'a pris 5 ans. Donc au bout de 5 ans, par contre, après, j'ai arrêté mon deuxième travail et j'ai pu financièrement subvenir à mes besoins à la hauteur d'un SMIC en France. Hein. Donc vers 2009-2010. C'est à peu près ça. Ouais. Tu t'es dit, ok, je vais complet, 100% fille. Ouais, ça fait peur. Au début, ça fait peur. Ouais, ça je pense, ouais. Parce que tu te dis, si demain, les gens, tu fais une connerie sur de la peinture ou tu te fais une mauvaise pub ou ce genre de choses, et que du coup les commandes s'arrêtent, t'as plus rien quoi. Ouais, donc sûr. ouais, ça fait un peu peur, mais il faut passer ce cap. Voilà. Puis après, il y a bien 5 ans d'adaptation encore pour apprendre à vivre avec le risque que tout peut s'arrêter, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, hein. C'est con, mais moi je me pète le poignet. Je suis très mal. Parce bien sûr. il n'y a pas les mêmes couvertures sociales pour les autres, pour les indépendants que quand tu es salarié. Donc voilà, au début tu te dis c'est chaud. Puis après, maintenant je n'ai pas d'inquiétude particulière. Et en 2004, quand tu as commencé, tu t'es dit ok, je vais commencer à facturer ma peinture. C'est ça. Mais tu en faisais déjà d'avant. Ah ouais, par contre, j'ai commencé. Ça a commencé quand? Je devais avoir 6-7 ans en fait. C'est mon père qui m'a acheté des figurines napoléoniennes toutes petites en métal sur un salon du jouet. Il les a achetées pour moi mais pour lui. Enfin, tu vois comme un papa fait des cadeaux quoi, à son fils. Et au final c'est moi qui jouais avec. Je peignais au départ avec les peintures Humbrol, c'est des petits pots en métal à l'huile, tu sais. Ouais, j'en ai plein, ouais. Voilà. J'en ai plein avec le thinner qui pue. Exactement. Qui a un temps de séchage de ouf. C'est très long à sécher. Et puis en fait ça m'a jamais lâché depuis quoi. Après j'ai fait beaucoup de maquettes parce que c'était pas très cher. Puis après je suis rentré dans le Games Workshop et ce genre de jeu fantastique et j'ai jamais lâché le truc. Ouais, ok. Qu'est-ce qui te plaît dans tous ces jeux de figurines? Au début je pensais que c'était les aspects manuels, donc la peinture, le fait de faire des décors. Faire des décors c'est aussi un vrai kiff quand tu es très jeune, de faire ta table de jeu, etc. Et avec les années ça change en fait. Au début c'était vraiment peinture et décor. Ensuite, un peu plus tard, fin de l'adolescence, ça a été le jeu. Vraiment le jeu pour le jeu, les règles. Le côté jeu de rôle aussi, dans les parties de Necromunda, de Mordheim, ce genre de trucs où tu personnalises ta bande et tout ça. Ouais, tu peux raconter une histoire, c'est ça, exactement. Et tout. Parce qu'après en biais, j'avais le jeu de rôle, tu vois. C'était important aussi. Et maintenant, c'est en train de devenir encore autre chose. C'est la passion commune qui me plaît et de partager en fait, aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est d'avoir des retours d'associations de la région qui m'envoient des tas de photos, qui m'ont dit on s'est éclaté sur tel scénario. C'est presque plus social aujourd'hui, alors que je vois personne, c'est bizarre, hein, mais c'est presque plus social que le vrai plaisir de jouer. J'adore jouer à une partie de figurines, et tu vois, faire un tournoi, ça me chauffe pas plus que ça. Peut-être pour le défi, une fois, histoire de te dire allez, on y va à fond, mais c'est pas mon moteur. T'as mis à peu près 5 ans à quitter complètement, à mettre 100% dans la figurine. C'est ça, ouais. Maintenant, tu arrives à sortir un salaire stable, tu arrives à en vivre tranquillement. Ouais. Après, j'ai pas des grosses dépenses non plus. Puis en fait, j'adapte mon rythme de vie aussi à bien sûr, d'argent. Tu t'acceptes. Mais oui, je m'en sors et surtout, j'ai le sentiment de faire vraiment que ce que j'aime non-stop. Après, je suis en train de transformer un petit peu mon travail de sculpteur. Avant, je faisais ça avec Milliput, Grand Stuff et tout ça. Et de le transformer de plus en plus vers la 3D. Parce qu'en fait, quand t'es peintre, tout ça aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout quand t'es peintre, genre vous venez et vous me demandez de peindre ça. Là, on va parler pure finance, mais en fait, je vais vous faire payer la prestation pour peindre cette figurine.
vous repartez et derrière c'est fini pour moi. Mon travail a été fait à l'acte et après voilà, j'ai plus de rentrée d'argent. Dans le cas de cette nouvelle technologie de l'impression 3D qui arrive, le gros atout pour les créateurs, c'est qu'en fait tu vas travailler sur un projet longtemps, donc tu vas pas avoir de rentrée d'argent pendant quelques temps, mais tu le fais pour le plaisir, donc c'est aussi un autre délire. Pendant 3 à 6 mois, des fois tu travailles sur un projet et il n'y a rien qui rentre, et après tu vas les mettre en vente, et là soit tu as une grosse rentrée d'argent qui va en fait pallier le travail que tu as fait en amont, si ça marche, toujours encore une fois, si ça marche, tu vois. Qui va pallier ce manque-là pendant les quelques mois. Et surtout, après, tes fichiers, ils existent, ils sont toujours là. Il n'y a pas besoin de resculpter à la main. C'est-à-dire que demain, le mec achète un plan 3D, il va l'imprimer. Moi, je vais avoir des royalties dessus, en fait. Et du coup, c'est un très bon moyen pour t'assurer un matelas, en fait, pour bien sûr. Parce que tu fais une fois un travail que tu peux vendre plusieurs fois. Exactement. Alors qu'en service de peinture, si personne m'appelle pour me dire j'ai besoin que tu me peignes telle armée, telle figurine, ça s'arrête. Tout s'arrête. Quand tu as commencé, vous étiez beaucoup, tu sais si en France, vous étiez beaucoup de peintres? Peintres pro, non. Professionnels, non, on n'était pas beaucoup. Et puis il y avait, sans se mentir, il y avait beaucoup d'arrangements. Il n'y avait pas de professionnalisation de la peinture de figurines. Il y en avait, mais c'était surtout pour les studios des entreprises pro, donc les Games Workshop, etc. Bien sûr, Mais les peintres, pour des particuliers, pour des passionnés qui n'ont pas le temps de peindre ou qui ne veulent pas s'investir dans comment peindre, tu avais toujours un copain dans l'association, tu lui disais, bon écoute, tu peux pas me peindre mon armée soviétique, il te disait un prix, puis c'était de l'arrangement, ça a fonctionné énormément comme ça, quoi. C'était du black, faut être honnête. Et puis de plus en plus, on a vu apparaître effectivement des studios se monter. Là aujourd'hui, en France, on doit être, je pense qu'on est une bonne 50aine de studios qui marchent, qui tournent dans le milieu de la... Peut-être un peu moins. Ça, ou peinture, les deux. C'est ça, Mais à cette époque-là, non, il y avait 3, 4, et puis c'était extrêmement risqué en fait, donc personne ne voulait tester le truc. Bien sûr. Parce que... Mais il y avait, au début, il n'y avait pas grand monde. Par contre, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et de plus en plus. On a vu avant, tu fais aussi de la sculpture 3D maintenant beaucoup. Tu as pas mal passé de peinture à sculpture. C'est ça. Tu vas nous dire, tu as des fichiers que tu peux vendre et tout. Raconte un peu, c'est quoi, je sais pas, ta sculpture dont tu es plus fier ou le truc pour qui tu as bossé qui serait le plus connu. En fait, le truc, c'est que dans le cas de la sculpture 3D, comme beaucoup d'autres sculpteurs 3D, on aurait moyen de travailler pour des grosses licences. Mais très souvent, on est des petits cons d'artistes. Même si on n'aime pas ce terme artiste, parce qu'on se considère plus artisan que artiste, tu vois. On est un peu des petits cons dans notre genre et on n'aime pas trop avoir quelqu'un derrière nous qui nous dit écoute, les 3 prochains mois, tu fais ça, ça, ça et ça. Et du coup, la plupart d'entre nous essayons de rester autonome et à travailler sur des projets qui sortent de notre tête ou de la tête de copains, mais ça reste un peu fermé, quoi. Donc en fait, la plupart des projets que j'ai lancés depuis 4-5 ans, que ce soit l'armée de Solège, là tu pourras peut-être mettre un visuel, que ce soit la montrer là direct comme ça, ce genre de figurine. On pourra mettre un zoom après. Exactement. Ça c'est le genre de projet qui m'a plu. En fait, je me suis juste mis des barrières personnelles pour créer un thème. Et je me suis dit, c'est des femmes, parce qu'on voit pas beaucoup de figurines de femmes dans le jeu de figurines médiévales fantastiques. En tout cas, des guerrières, des soldats, et qui soient pas à poil. Clairement, Parce que des nanas à poil avec des nibards, ça comme, il y en a énormément. Mais il y en a partout, dans tous les jeux vidéo, tout ça. Là, moi, je voulais juste des femmes en armure standard, quoi. Donc, je me suis fixé ça comme règle, et puis au final, j'ai fait des paladines à cheval, j'ai fait des paladines à pied, des miliciennes, des arbalétrières, des mages, tout sur ce thème-là. Tu vas voir l'église sur le dos, là. C'est pas grave. Non, mais ça c'est mon kiff en fait. C'est vraiment, et c'est ce que j'aimerais bien réussir à tenir sur les années en fait. C'est ce que tu me disais hier, tu les fais à chaque fois en Kickstarter ou différents projets comme ça. Kickstarter, Ulule plus. En fait, j'ai essayé Kickstarter il y a quelques années. Et le problème c'est. Je voulais dire financement participatif. Voilà, c'est ça. Mais KS c'est anglophone. Et du coup, j'ai pas du tout le même rapport avec les passionnés.
Et puis il y a une mentalité différente aussi. Aux États-Unis, quand tu fais un Kickstarter, c'est un produit fini que tu dois recevoir, etc. Alors que sur des petites plateformes plus petites où tu fais moins d'argent, mais c'est pas très grave, comme Ulule, Ulule c'est vraiment francophone, bah là c'est des gens qui te soutiennent, qui savent que ça va peut-être pas être parfait, mais en fait ce qu'ils espèrent aussi c'est voir l'évolution du bordel. Donc, et puis surtout leur partager les coulisses, tu vois. Donc j'ai essayé de faire des vidéos en même temps que le projet où je montre comment je sculpte une figurine de A à Z. Et puis voilà, vu que je suis pas j'ai pas un anglais fluent, tu vois, fluide, au moins je suis qu'avec des francophones et c'est plus confortable. À l'époque, ça remonte, hein, je pense que ça fait au moins 18 ans là. Ouais. J'étais un peu sur des forums et pour moi, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est cénotaphe. Ouais. Un peintre, pour moi, c'est un des seuls et un des premiers francophones. Il tourne encore, tu le connais, tu as discuté avec lui. Alors non, pour le coup, cénotaphe, non pas du tout, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler, c'était des modèles à l'époque. Moi, le seul que j'ai approché beaucoup pendant mon adolescence, ça parlait surtout aux peintres, vraiment full peintres, figurines d'exposition, etc. C'est Jérémy Bonamanteboul, qui est sculpteur et en plus qui se retrouve un peu dans les mêmes démarches que moi aussi sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'il s'est autoconstruit une maison, etc. Okay. Il est vraiment dans le même délire, mais par contre il a de l'or dans les mains, ce mec. Il fait des figurines les plus belles que j'ai jamais vues, et niveau peinture, enfin, il a gagné X championnat à une époque et tout ça. Et lui en fait il était dans une classe au-dessus de moi au collège. Okay. Et quand j'ai vu des figurines dans sa trousse, tu sais à l'école, dans sa trousse il y avait des figurines. Et c'est lui en fait qui m'a dit ça c'est des Warhammer, à l'époque c'était Warhammer. Ouais. Et c'est avec lui que je me suis lancé dans le truc. Je me souviens que j'allais chez lui, il me montrait comment les peindre et tout. Après on s'est complètement perdu de vue. Mais en fait on s'observe un peu de loin, tu vois, par internet et tout ça. Ouais. Et ouais, non par contre cénotaphe, pour le coup non, je l'ai pas dans mes contacts. Ouais, enfin je dis ça comme ça parce que c'est un des... Pour moi c'est le premier que j'ai vu ou lu à propos d'eux, quoi. Et qui t'a bluffé, qui m'a bluffé, je saurais pas dire si... Enfin honnêtement, je me souviens pas forcément de ces figurines, mais ça m'a bluffé dans le sens où... Ah ouais, c'est possible de vivre de peinture de figurines. Ouais, bien sûr. J'avais vu un reportage, en fait, il y avait quelqu'un avait fait un reportage. Ouais, où il était interviewé. Non mais aujourd'hui c'est possible. C'est ça qui m'a assez étonné, quoi. Ah ouais, on est en 2006. Je pense que ça devait être 2006 parce qu'il y avait déjà World of Warcraft et il disait dans le reportage ah non, moi je joue pas à ça parce que trop de temps. Sinon je perds du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'étais là, ouais, ok, il y a des gens ils vivent de ça et moi j'avais déjà une pile of shame et je peinais à peindre mes orques et puis. Ouais, par contre clairement tu vois c'est quand t'es peintre tu comptes pas tes heures. Ouais, bien sûr. Et si tu fais un rapport à l'heure, t'es mal payé. Ouais. Vraiment. Mais le truc, c'est que tu vis ta passion et ça marche. Ouais, clairement. Toi, tu te considérais plutôt comme un peintre, tu parlais avant une armée, voilà, t'as 50 gars à faire. T'es plutôt un peintre efficace sur du tabletop rapide ou tu vas faire 36 heures sur un piéton? Non. En fait, c'est malheureusement une question d'argent, en fait, ça. Ouais. C'est que les 100 heures sur une figurine, je sais faire. Mais le truc, c'est que tu sors des tarifs qui sont complètement hallucinants. On en parlait aussi pour vos costumes, ce genre de choses. Ouais. Si tu dois faire payer à l'heure, ça te sort des figurines à des milliers d'euros, en fait, ce qui perd son sens. Et du coup, le truc qui marche le plus, en tout cas en France, c'est plutôt la peinture d'armée, en fait. C'est la personne qui va avoir un tournoi dans 1 an, dans 6 mois. Alors des fois, ils te préviennent 3 semaines à l'avance. Et il dit, écoute, t'as 3 semaines, il me faut ça de peint. Du coup, tu fais, ok. Et puis, dans ces moments-là, moi, je demande un budget, en fait, pour savoir. En fait, c'est simple, mais les gens, ils se régulent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va dire, j'ai 200, 300, 400, 500 euros de budget pour la peinture de ce truc. Et du coup, toi, tu as une idée aussi plus concrète de combien de temps tu peux y passer. Donc moi, je suis plus efficace sur la peinture rapide, avec un rendu homogène. Et voilà, avec ça. Ouais. Et puis le but, c'est sur une table de jeu. Voilà. C'est plus mon game. Je suis pas un peintre exceptionnel. Je suis un peu plus efficace que bon peintre, en fait. Tu me dis, ça fait 15 ans que tu fais ça. Tu remets 15 ans, plus, moins? Ouais. Même rythme? Plus ou moins de rythme? Je pense qu'en fait, le fait de... Si je remets 15 ans, c'est que je vais transformer un peu mon métier. Fatalement, et du coup m'orienter plus vers de la 3D,
qui va me permettre aussi peut-être de réduire, alors pas tout de suite, mais j'espère que quand j'aurai 50 piges, tu vois, je pourrai réduire la quantité d'heures de travail parce qu'en fait, pendant 15 ans, j'en ai vraiment chié. Ouais. Et du coup, j'ai des royalties, entre guillemets, qui viennent compléter mon revenu et me Bien permettre sûr, de parce passer que, plus de temps dehors dans le jardin. Ce que tu as fait il y a 10 ans, c'est toujours Ça marche bien toujours, vendu. en fait, c'est ça. Donc si tu augmentes la quantité de... Voilà, moi mon modèles, but sur les peut-être pas 15 ans, mais sur les 5 prochaines années, c'est de me faire une bibliothèque en fait. Ouais. De pouvoir proposer une bibliothèque de trucs Medfan qui me font kiffer, qui sont compatibles avec plein de jeux. Ouais. Et comme ça, les gens pourront venir piocher ce qui les intéresse dans le truc. Quoi. Rien à voir. Saga, t'as entendu parler? Saga, carrément. Ouais. Ouais, carrément. Gripping Beast et tout. Ouais. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, il y a une version Saga l'âge de la magie. Ouais. Une version fantastique de Saga. Et leur système de règles est super cool. Et oui, j'ai. On pourra tester une fois, c'est complètement différent. Ouais. Ça me retourne la tête de ce que j'ai vu de base, mais intéressant. Ouais. Ouais, non, Là, tes femmes seraient utilisables. En fait, bien sûr. Dis-toi que voilà, typiquement j'ai un mec qui m'a commandé un pack de Saga l'âge de la magie avec la skin de Solège. Donc ouais, ça m'étonne pas. Et très très bon jeu Saga. Et en plus traduit en français et tout, et suivi par la communauté. Ouais, foncez. Comme le Gazland dont tu m'as parlé dans l'autre sens. Ouais. Il y a des jeux comme ça, c'est des petits jeux moins connus, moins mainstream, tu vois, mais qui sont des bijoux. Donc ça, faut les aider les gars. Et puis pour clore, on a pu voir dans votre reportage, vous êtes super bien installé ici. Ouais, on est Donc ouvert. vous commencez. Ouais, c'est ça, il y a des travaux, mais ouais, on est c'est là qu'on peut voir finalement, même en peinture de figurines, on peut être bien posé puis agréable. Quoi. Carrément. Il faut juste revoir ses priorités, tu vois. Ouais. Et ouais, on peut te dire. Donc si vous n'avez pas vu l'autre reportage et vous ne savez pas de quoi je viens de parler, allez tout de suite le voir, lien dans la description ou ici peut-être en petit truc cliquable. Et on se revoit bientôt chez nous à Lausanne pour un défi peinture. Grave. À l'aveugle. Par exemple, ouais, j'ai d'autres idées. Ah bah écoute, je te suis. Très bien, excellent. À bientôt. Ciao.